Alors bonjour à tous ceux qui sont présents, merci d'être là, merci d'être restés en ce dimanche de Pâques. Apparemment, ça porte bonheur, hein, le week-end de Pâques. La première fois, il y a 4 ans, j'avais fait cette vidéo devant le bâtiment de Gavi, l'alliance vaccinale de Bill Gates, le 13 avril 2020. C'était lundi de Pâques, aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Alors on traite des sujets qui ne sont pas très joyeux en soi, qui ne sont pas très festifs, mais je pense qu'ils sont indispensables de connaître pour savoir d'où vient la problématique mondiale, pas que française. Moi, je viens de Suisse, la problématique du traitement que nos autorités réservent à nos enfants. On a parlé des placements abusifs, on a parlé de la pédocriminalité, on a parlé des tribunaux qui sont partiaux, qui sont injustes, qui inversent les charges d'accusation et qui font passer les bourreaux pour des victimes et les victimes pour des criminels. Aujourd'hui, je vous présente le document qui s'appelle « Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe ». Donc, c'est un document qui fait 70 pages, ou 70 pages pour les Belges et les Suisses, qui émane de l'OMS et d'un autre organe qui s'appelle Santé sexuelle suisse. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « L'enfance ciblée par l'éducation sexuelle de l'OMS » et de Santé sexuelle suisse. Elle ressemble à la conférence que j'avais donnée l'année dernière, mais je l'ai agrémentée, si on peut utiliser ce terme, de quelques images qui viennent des brochures que j'ai fait passer. Si vous pouvez les regarder, vous en avez 2 qui circulent. C'est les brochures Sexualité positive et Mon sexe et moi, qui sont destinées à des enfants, mais j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Ici, on resitue Genève, donc la capitale de la paix, la capitale des organisations internationales, la capitale des banques et du trading aussi, dans laquelle je suis née et dans laquelle je vis, et où se trouve, entre autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors l'OMS, quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une des 15 agences spécialisées de l'ONU, comme la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale de la météorologie, l'UIT, qui s'occupe de tout ce qui est fréquences, radio-télécommunications que j'ai présenté la semaine dernière. Et donc l'OMS, c'est l'organe qui s'occupe de notre santé à tous. Son siège est à Genève. Elle a pour objectif d'amener tous les peuples des États membres, il y a quand même 194 États membres, autrement dit presque tous les pays du monde, et partenaires au niveau de santé le plus élevé possible. C'est ce monsieur qui nous le dit, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est directeur général de l'OMS depuis 2017 et qui a été réélu en juillet 2022 pour 5 ans. L'OMS, c'est ce bâtiment-là, avec une enseigne qui n'existe plus d'ailleurs. Cette photo date de 2021, quand j'avais fait cette vidéo devant l'OMS, qui parlait de son origine, notamment avec la fondation Rockefeller, qui est à l'origine aussi de l'OMS. Et puis donc, on peut voir que cette organisation date de l'après-guerre, comme toutes les organisations internationales. Le 7 avril 1948, elle s'est implantée à Genève. Donc, l'OMS nous donne cette définition de la santé qui est un état complet de bien-être mental, physique et social. Ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Jusque-là, on est d'accord. L'admission de tous les peuples est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Ce que ça veut dire, c'est que tous les peuples doivent suivre les directives ou les recommandations, pour l'instant non contraignantes, mais qui s'apprêtent à être contraignantes avec un certain traité qui doit être adopté par l'OMS dans 2 mois, le traité sur les pandémies, avec une révision du règlement sanitaire international. Tout ça doit être adopté dans 2 mois, en mai 2024, par l'OMS, mais toujours est-il qu'on nous dit que tous les peuples doivent jouer le jeu, entre guillemets, c'est ce que ça veut dire. On nous dit aussi, sur le site de l'OMS, qu'une opinion publique éclairée, alors notez l'absence du mot libre. Souvent, on parle de libre et éclairé, on parle de consentement libre et éclairé. Là, on parle juste d'une opinion publique éclairée. Et une coopération active de la part du public, de notre part donc, sont d'une importance capitale. Et oui, ils ont compris que s'ils n'ont pas le public avec eux, ils ne vont pas réussir à mettre en place les plans qu'ils ont pour nous. Et ça, ils ont déjà commencé à le comprendre.
Éclairer, on ne nous dit pas de quel éclairage va bénéficier le public. Hein. On a vu que les éclairages que nous apportons, lanceurs d'alerte et personnes intègres de tous bords, sont passablement censurés ou déformés ou diffamés. On nous dit aussi que les gouvernements, et c'est là où ça devient intéressant, ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Donc ce n'est plus nous, ce n'est plus nos familles, ce n'est plus nous-mêmes qui décidons de notre santé, de ce qu'on veut mettre dans notre corps pour rester éventuellement en bonne santé, ce sont les gouvernements. Et on rajoute, donc l'OMS rajoute qu'ils ne peuvent y faire face aux problèmes de santé de leur peuple qu'en prenant des mesures sanitaires et sociales appropriées. Donc ce sont eux qui savent mieux que nous et ce sont eux qui nous imposent, qui ont des meilleures recommandations en prenant leurs mesures qu'on doit appliquer. Ça, c'est une salle de réunion dans laquelle ils ont discuté du traité pandémie dans son état actuel l'année dernière, à la 4e réunion de l'organe de négociation sur ce qu'ils appellent une convention. En fait, nous, on l'appelle le traité sur les pandémies, mais pour l'instant, eux, ils l'appellent le CA+, convention ou accord sur une préparation, prévention et riposte face aux prochaines pandémies. Prochaines urgences de santé publique, qui se dit aussi FAKE. Vous savez, les FAKE, P-H-E-I-C, Public Health Emergency of International Concern. Je diverge un petit peu parce que là, je parle de l'OMS et je parle des traités qu'ils mettent en place, mais on va se concentrer maintenant sur les enfants et sur l'éducation qui est au cœur de cette conférence. Donc ce document date de 2010, il a d'abord été rédigé en allemand avec le concours du bureau du ministère de santé allemand et également santé sexuelle suisse dont on dit un mot dans un instant. La version suisse, francophone date de 2013, elle a été traduite par les bureaux de Lausanne, qui n'est pas très loin de Genève, à 60 km de Genève. Et donc, quand on s'approche un petit peu plus de la couverture, on voit que ce document est censé être un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes et tout ce qui a trait à l'éducation et à la santé. Donc, ça concerne les écoles, ça concerne les hôpitaux, ça concerne nos politiciens, nos responsables, élus et non élus. Je rappelle qu'en Suisse, notre président n'est pas élu par le peuple. C'est quelqu'un qui est élu par les chambres fédérales, les chambres parlementaires, et qu'ils ont un mandat qui dure 1 an, et ça tourne à chaque fois. Ils sont 7, un peu comme des ministres, c'est les conseillers fédéraux, et chacun à leur tour, ils deviennent présidents pour 1 an. Et après, ils peuvent prolonger leur mandat. Notre dernier ministre de la Santé, qui était président l'année dernière, Alain Berset, est là depuis 2012. Il est parti en 2023, donc il a fait presque 12 ans. Alors on voit que donc ce document émane de l'OMS et de Santé sexuelle suisse. Santé sexuelle suisse, qu'est-ce que c'est ? C'est un organe qui a été fondé en 1993 et qui est lié au programme d'action de la conférence des Nations Unies qui a eu lieu au Caire en 1994. C'était tout un petit peu en même temps et qui parle pour la première fois des droits reproductifs comme de droits humains et de leur influence sur l'égalité des sexes. Donc on voit qu'il y a une espèce de mélange entre droits humains, égalité des sexes, droits sexuels, droits de l'enfant, droits reproductifs. Et au début, ça parle surtout des droits reproductifs, donc plutôt de la fonction biologique du sexe, de la sexualité, et non pas de ce qu'on va voir dans un instant, qui s'éloigne beaucoup de la fonction reproductive, justement, qui y était présentée au départ. Donc, Santé sexuelle suisse nous dit « Nous nous engageons pour la promotion de la santé sexuelle et le respect des droits sexuels au niveau national et international, donc autrement dit planétaire. Santé sexuelle suisse est l'organisation fêtière de toutes les organisations qui s'occupent de la santé sexuelle en Suisse et ils sont accrédités IPPF, pour ceux qui connaissent, je pense que dans cette salle vous êtes nombreux à connaître, la Fédération internationale de la planification familiale, qui est d'ailleurs financée aussi par la fondation Bill et Melinda Gates. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y a quelques images qui pourraient heurter parfois. Donc, si vous n'êtes pas... je pense qu'on est tous plus ou moins adultes, mais je vois qu'il y a des enfants quand même. Si ça te choque, tu n'hésites pas à mettre ta main devant ton visage. C'est ce qu'on donne, donc, c'est pas nous, hein, c'est ce qui est distribué, en tout cas ce qui est accessible à des enfants.
Ça, c'est la première brochure qui s'appelle Sexualité positive en Suisse. Pour la petite histoire, j'ai été à la table ronde qui présentait l'éducation sexuelle pour les enfants en primaire cette année, enfin l'année 2023, en septembre 2023, le 5 septembre, où justement j'ai posé la question des brochures qui sont en train de circuler, à quel âge ces enfants ont accès à ces brochures, et on m'a répondu « Ah mais il n'y a pas d'âge, du moment qu'il y a un adulte à côté, c'est OK ». Voilà, comme ça vous savez le contexte. Donc une brochure accessible à tous les âges en Suisse. Ça, c'est une page que j'ai choisie parce qu'on voit une licorne, qui est un symbole très souvent utilisé dans cette idéologie, disons, qu'on peut qualifier de transgenriste, avec un mélange des genres et avec des toilettes qui on ne sait plus si... par exemple, là où on était à la table ronde, il n'y avait pas de symbole. Toutes les portes étaient OK pour tout le monde. Il n'y avait pas de spécificité ni pour les hommes ni pour les femmes. Et la licorne qui ne se sent ni homme ni femme, effectivement, ne sait pas où aller. C'est pour ça qu'on enlève les symboles, pour que tous les animaux et toutes les personnes qui se sentent table, chaise, tableau, cerf-volant, puissent s'y retrouver. Non, parce que maintenant, tout est possible. Voilà une des pages, la page 17, où je vois cette image qui m'a évoqué quelque chose de très choquant. Je ne sais pas si ça vous évoque la même chose. J'ai vu donc ces 3 tailles de ballons, de balles. On a un cochonnet, une boule de pétanque qui demande au ballon de basket si le ballon de basket veut du sexe. Et le ballon de basket répond non merci. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait dit oui merci, par exemple? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que quelqu'un veut donner son avis? Exactement. C'est à ça que j'ai pensé, Youssef. Pour moi, c'est l'image de 2 enfants qui demandent à un adulte si l'adulte est d'accord d'avoir du sexe avec eux. Je ne sais pas comment ça pourrait être interprété autrement. Alors, une autre page, page 19. Donc, tu as une copine. Ça, c'est une question qui est posée aux enfants, je présume. Alors, les réponses, c'est non plusieurs, non je suis homo, c'est quelqu'un de non-binaire, je suis bi, là, avec un garçon, je suis pansexuel, je vis avec un trans. Pour un enfant, c'est bizarre quand même comme réponse. Le sexe ne m'intéresse pas, et on vit avec son autre amoureux, non, oui, enfin bon. Ça, c'est le langage qu'on appelle inclusif. Le mot inclusif, on le retrouve à tous les étages, avec l'ONU, l'agenda 2030, les 17 buts du développement durable, et le WEF, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève aussi. On a les mots inclusif, résilient, durable. On verra qu'il y a d'autres mots magiques tout au long de la présentation. Ça, c'est une autre page, la page 23, sexe égale plaisir. Alors là, on n'est plus du tout dans les droits reproductifs, on parle du plaisir. Tout ça, c'est pour les enfants, je le rappelle. Hein. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on nous écrit. Voilà qui sont les partenaires de cette brochure: Université de Genève, Santé sexuelle suisse et l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On passe à celle-ci, Mon sexe et moi. On monte en intensité, on va dire. Une brochure également accessible à tous les âges. Alors, l'une des pages, la page 6, nous pose la question, voilà, j'ai un problème, j'ai 14 ans, je suis un garçon, mais je me sens fille à l'intérieur, dans ma tête, et garçon à l'extérieur, voix, habit et sexe. Mais je me sens vraiment fille, ce n'est pas juste une envie, c'est plus que ça. J'espère que vous pourrez m'aider, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors la réponse, pour certaines personnes, il se peut que le genre qu'on leur a assigné à la naissance ne corresponde pas avec leur identité de genre, avec qui elles sont vraiment. Si tu te questionnes, tu n'es pas seule dans ce cas. Tu peux te rapprocher d'associations qui pourront t'aider, te guider, t'accompagner, etc. Toutes les références sont à la fin du petit livre. Voilà les images qui commencent. Donc, voilà ce qu'on nous montre à la page 15. Est-ce que ma vulve est normale? Voilà, donc on voit une image, une grande image avec quelqu'un, avec une femme, je présume, qui se caresse, qui se touche. Et voilà des sexes donc féminins adultes, destinés à des enfants, je rappelle. Voilà. Et puis on a la version homme. Donc ça, c'est pour les garçons. Voilà ce qu'on montre à des enfants. Est-ce que mon pénis est normal, avec un garçon qui tient son pénis en érection, avec des pénis adultes. Voilà. Il y a de quoi, moi, je trouve qu'il y a de quoi dégoûter, même pour nous, de tout ce qui a trait à la chose sexuelle. Une des images, une des pages, c'est la page 32. Je pense souvent au sexe, c'est normal, point d'interrogation, avec toutes les espèces de cochonneries qu'on peut imaginer sur la chose.
Donc ça, c'est destiné à des enfants qui peuvent avoir 11, 12 ans. Page 37. J'aime les garçons, mais pour m'exciter, je regarde des images de filles. Est-ce que je suis bi? Comment savoir si je suis hétéro, homo? Et puis là, on nous dit que ça peut varier des moments. On peut être bi, on peut être homo, on peut être hétéro, gré des rencontres et des expériences. Pour certaines personnes, c'est évident. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Tu peux regarder la licorne du genre. Donc, il y a un document. Donc, on parle cette licorne, elle revient régulièrement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de peluches licornes ces dernières années. Avec l'arc-en-ciel, le drapeau LGBT, qui est toujours dessus. Ouais. Alors, voilà une des images aussi, toujours dans ce livre, page 51. Ouais, j'ai essayé un doigt dans l'anus, c'est génial. Les doigts s'érogènent. Elle fait de l'humour, la jeune fille. Voilà une des dernières pages. Donc, on voit des couples qui s'embrassent. Alors, garçon-fille. Garçon, fille avec on ne sait pas quoi, une fille avec une barbe et une moustache. Voilà. Ça, c'est le modèle. En plus, on voit que c'est des personnes jeunes, hein, c'est des adolescents ou des jeunes adultes. La page suivante, c'était, enfin un peu plus loin, c'est donc cette image. Pourquoi tu ne fais pas oh yeah comme sur YouPorn? Voilà, les partenaires de cette magnifique petite brochure. Santé sexuelle suisse, Epicène qui s'occupe des personnes trans, Université de Genève toujours, RTS Découverte qui est la chaîne nationale suisse de télévision, les HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, Bioscope, c'est la cellule biologique scientifique de Genève, et la République de Genève, l'État de Genève, et Interaction, c'est pour les intersexes, et ciao.ch qui est un site... pour les enfants, pour les ados, qui parlent de l'éveil sexuel. C'est un peu comme On s'exprime en France, hein, c'est ça. Une troisième brochure, et après on passera de la pratique à la théorie, pour comprendre d'où ça vient tout ça. Donc cette brochure a été distribuée dans un cycle d'orientation à une jeune fille qui avait 12 ans. Donc je sais que c'est un parent qui me l'a dit, qui m'a montré le document. Dans cette brochure, on trouve ces pages. Alors, je n'ai pas fait une grosse sélection de pages, mais je pense que celles-ci me suffisent. À la page 31, on parle de s'exciter seul ou avec d'autres personnes. On voit donc les différents instruments. Godmichet, vibromasseur, il est même question de vibromasseur dans le texte. On a des choses, je ne savais même pas que ça existait, les plug anneaux, je ne sais quoi. Voilà, donc dans cette brochure, Hey You. Et puis, on nous parle aussi à la page 36 de pénétration vaginale et anale. Voilà. Et puis, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi. Un article du 24 heures nous apprend en janvier de cette année que la masturbation est encouragée dans des crèches à Zurich. On a un espace qui est dédié à la masturbation. Mais on nous dit que ce n'est pas inquiétant puisqu'il y a un adulte qui surveille que tout se passe bien. Donc on est rassuré. Alors c'est un endroit où les enfants peuvent faire des explorations corporelles et sensorielles. Voilà. Dans cet article que j'ai lu, j'ai trouvé aussi des sondages qui sont tantôt inquiétants, tantôt rassurants. Celui-ci me paraît assez inquiétant. La question est, que pensez-vous de l'éducation sexuelle à l'école? Est-elle utile, pas nécessaire? Je n'ai pas d'avis. 80% des réponses donnent la réponse utile à l'école. Très utile, pardon. Sur 449 personnes qui ont répondu. On nous rappelle quand même dans l'article que la population n'est pas unanime, heureusement, par rapport à cette question de l'éducation sexuelle. Le Blick rappelle qu'un projet de valise sexuelle avait été diffusé en 2011 avec des vagins en peluche et des pénis en bois qui avait été présenté à Bâle. Donc c'est l'une des villes, c'est la ville où il y a la Banque des règlements internationaux. Bâle, pour la petite histoire. Le prochain sondage, c'est celui-ci. Les jeux sexuels à la crèche, cela vous choque-t-il ou cela vous choque? Heureusement, il y a quand même une majorité de personnes qui ont répondu oui, ça nous choque, 65%. Mais il y a quand même 24%, donc le quart des gens, qui ont dit non, c'est plutôt bien pensé. On est mal, les amis. Définition de la santé sexuelle en Suisse. Alors, l'association santé sexuelle suisse nous dit que c'est un domaine très vaste
et qu'elle est appelée aussi santé sexuelle et reproductive et droits y afférents. Alors on voit qu'on ne parle plus du tout de reproduction dans les versions récentes. Et la Suisse nous donne sa définition officielle qu'elle a depuis 2015, inspirée de l'OMS, que je donne dans un instant. Là, elle parle d'abord des 5 domaines d'action de la santé sexuelle. C'est d'abord une histoire d'éléments de santé psychique, puis une histoire de santé reproductive, une question d'infection qui traite des infections sexuellement transmissibles, des IST, et une discipline qui a vocation de lutter, nous dit-on, contre la violence sexuelle. On va voir si tout ce qui nous explique là permet de lutter contre une quelconque violence sexuelle. Moi, je dirais plutôt qu'elle instigue cette violence sexuelle. Et puis enfin, le 5e volet de la santé sexuelle, c'est l'éducation à la santé sexuelle, également connue sous le nom d'éducation sexuelle. Donc la définition, attendez, je fais juste défiler les phrases. La définition officielle, c'est, comme la santé, un état de bien-être émotionnel, mental, social, auquel on ajoute simplement dans le domaine de la sexualité. En sous-titre, on a « Cela sous-entend une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et à moindre risque, sans contrainte, sans discrimination », on verra que le mot discrimination revient, et sans violence. Pour acquérir et préserver la santé sexuelle, il faut respecter, protéger et garantir les droits sexuels. Vous savez, les droits sexuels de 2008 de l'IPPF, dont on va parler. Mais avant ça, on parle de la majorité sexuelle en Suisse. Elle est de 16 ans. La majorité sexuelle, c'est l'âge à partir duquel le mineur peut avoir une relation. D'ailleurs, c'est bizarrement dit et écrit. Le mineur peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte. C'est marrant, ils ne disent pas dans l'autre sens. Donc c'est le mineur qui veut toujours, hein. C'est toujours le mineur qui demande, comme avec les petites boules qui demandaient au ballon de basket, hein, sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. Donc c'est 16 ans. Par contre, en dessous de 16 ans, les relations sexuelles sont légales si elles concernent des enfants qui ont 3 ans au maximum de différence. Donc je rappelle, donc ça veut dire qu'un enfant de 6 ans avec un enfant de 9 ans, c'est OK, qu'un enfant de 12 avec un enfant de 15, c'est bon aussi. Et par contre, quand il y a un rapport d'autorité, comme entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, par exemple, quand l'un est prof de l'autre, eh bien, la majorité passe à 18 ans. En dessous, c'est un crime. Alors, à quel âge s'adresse cette éducation sexuelle ? À tous les âges de la vie, nous répond la Confédération suisse. Tous les âges, c'est-à-dire à partir de la naissance. Et tout ça, c'est pour prendre librement et en connaissance de cause des décisions relatives à la sexualité, à son orientation sexuelle et à son identité sexuée et de genre. Tout ça, c'est pour informer finalement les enfants. À 4 ans, c'est important d'informer les enfants pour qu'ils sachent de quelle identité de genre ils sont, par exemple. Selon l'OMS, il y a une corrélation entre le niveau d'éducation et l'impact sur la santé. Et comme dans éducation sexuelle, il y a éducation, et qu'entre santé et éducation, il y a un lien, eh bien, la santé sexuelle devient indispensable. L'éducation sexuelle devient indispensable à la santé. On mélange tous les mots et on est bon. Donc, comme on l'a dit avant, pour prévenir la violence sexuelle, la discrimination, la stigmatisation, les grossesses non désirées, les IST, et garantir l'égalité des chances. Et pour garantir l'égalité des chances, il faut que tout le monde soit concerné, les enfants, les adolescents, tous les âges ont besoin d'être touchés par l'éducation sexuelle. Et elle doit être dispensée par qui, cette éducation sexuelle ? Par des enseignants et des spécialistes de la santé sexuelle. Je précise que durant tout mon enseignement, j'ai été écartée, et tous mes collègues aussi ont été écartés des cours d'éducation sexuelle de manière à ce qu'on n'a jamais vu ce qui s'y disait ou ce qui s'y passait. Donc c'est des gens c'est des femmes en général, oui, je n'ai vu que des personnes, des femmes, qui donnaient ce cours à des enfants qu'elles ne connaissaient pas. C'était des personnes qui n'étaient pas de l'école en général, et donc on n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Le cadre de référence officiel pour l'éducation sexuelle en Suisse romande remercie les standards, et en particulier l'OMS, pour ces standards qu'elle a émis en 2010. Donc elle nous dit, ça c'est une des premières pages, un merci tout particulier à l'OMS Europe pour l'édition des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, sur lesquels ce document se base, etc. Donc ça se base sur les standards
de l'OMS, ça se base sur la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF et aussi sur la Convention des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Donc tout ça se retrouve dans le PER, c'est un peu le programme chez nous, le plan d'études roman, pour tous les âges, école primaire, école secondaire 1, école secondaire 2, donc jusqu'à la matu, jusqu'au bac. Alors, elle nous dit, cette déclaration des droits sexuels, j'ai mis quelques phrases en jaune, que, premier article, chacun doit pouvoir profiter des droits sexuels. Le deuxième, les recommandations qui sont faites dépendent des capacités évolutives. Vous le savez certainement, mais ce document ne parle pas d'âge précis, il parle simplement des capacités évolutives de l'enfant. Donc, si l'enfant a des capacités évolutives qui correspondent à l'adulte, par exemple, a priori, comme il n'y a pas de discrimination, mais il n'y a pas de raison d'empêcher des relations consenties des deux côtés. On parle de non-discrimination, sans parler de quelle non-discrimination on parle. Est-ce qu'on parle de non-discrimination de quoi? D'âge, de sexe, de couleur de peau, de religion, je ne sais pas, c'est pas clair. Et on nous dit à l'article 4 que la sexualité et le plaisir qui en découlent sont au cœur de la vie. Donc on parle vraiment exclusivement du plaisir qui est lié au sexe. Tout ça, c'est dans les droits sexuels. L'article 7, pour moi, est inquiétant. L'ensemble des droits sexuels et la liberté d'en jouir doivent être respectés, protégés et mis en application par les États. Donc encore une fois, gouvernement, État, c'est eux qui décident de comment se passe notre vie intime et celle de nos enfants. Donc ce document, je le rappelle, voilà, je remets les informations. On rappelle, c'est le cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation, donc les écoles. La préface de ce document nous dit que ce document s'adresse aux 53 pays de l'Europe. Donc ce n'est pas l'Union européenne, c'est tous les pays de l'Europe géographique. Pour les besoins en standard, parce qu'on avait besoin de ça, il manquait des standards d'éducation sexuelle. Donc l'OMS est venu combler ce besoin, cette lacune. On nous parle de la santé, de l'éducation sexuelle holistique, donc encore des beaux mots pour nous dire qu'on prend tout en compte, que ça concerne tout le monde, les jeunes filles, les jeunes garçons, que l'information est objective, scientifiquement correcte. On va voir sur quoi se base ce scientifiquement correct, sur tous les aspects de la sexualité. Au final, ce qu'il veut, ce document, c'est simplement permettre un développement et une attitude respectueuse et tolérante dans une société qui soit équitable. C'est pour notre bien, ne l'oubliez pas. Pourquoi influer sur le développement de l'enfant? Ils le disent, on influe sur le développement de la personnalité de l'enfant. Eh bien, on anticipe, ils le disent également, pour que les enfants soient préparés. Donc on anticipe, ce document anticipe les besoins, donc va précocement, avant que les besoins s'expriment, nous expliquer à l'enfant, ce qu'on va voir par la suite, la masturbation et tout ça. Pour promouvoir la santé en général. Donc voilà ce que doit savoir l'enfant en fonction des âges, en fonction de son âge. On dit bien que le document sert à promouvoir la santé sexuelle, donc c'est vraiment prosélyte, que les professionnels ont un très grand rôle à jouer. Les professionnels, c'est qui? C'est les livres, c'est les hôpitaux, c'est les prestataires médicaux, c'est les écoles, c'est les brochures, c'est les dépliants, c'est les sites éducatifs sur Internet, donc ciao.ch, on s'exprime, etc., etc. Les programmes et les campagnes radio et télévision, tout ça, c'est des professionnels qui vont permettre à l'enfant de comprendre et d'apprendre la sexualité de façon saine, équitable, résiliente et inclusive. Alors, page 12, on nous explique que cette éducation sexuelle, elle a débuté en 1955, d'abord en Suède, puis dans les pays un petit peu germanophones comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les années 70, 70, aux Pays-Bas, et puis dans l'Europe plus latine, c'est à partir des années 1990, donc la France 1990, 2000, 2010, France, Grande-Bretagne et Portugal, Espagne. Tout à l'heure, monsieur, tu me demandais si ça se passait aussi dans les autres pays, les pays du Sud. Ils nous disent que seuls quelques rares pays de l'Union européenne ne sont pas concernés par l'éducation sexuelle, pas encore inscrits à l'éducation, n'ont pas encore inscrit l'éducation sexuelle au programme scolaire. Elle est obligatoire, cette éducation sexuelle. On ne peut pas y échapper. D'ailleurs, dans la table ronde du 5 septembre, on a demandé si les enfants pouvaient être dispensés. La réponse a été non. C'est un cours
obligatoire. On n'a pas le droit d'être malade et on ne connaît pas les dates des cours. Les parents ne sont pas au courant. C'est en train de se décanter puisqu'il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait autour de ça. On va voir à la fin de la présentation. Maintenant, certains établissements donnent les dates parce qu'ils voient que les parents en colère, c'est pas facile à gérer. Et quand il y en a beaucoup, il faut quand même calmer les foules parce que là, ça commence à se savoir. Donc la tendance, c'est qu'elle soit obligatoire sans clause d'exception. Les arguments. On nous dit que toutes les personnes sans discrimination, toujours, ont droit à l'éducation et à l'information nécessaires et utiles pour l'exercice de la citoyenneté dans les sphères privées, publiques et politiques, donc y compris dans la sphère privée. Donc, autrement dit, tout ce qu'il nous amène en termes d'éducation, y compris sexuelle, doit nous permettre d'être en équilibre dans notre vie privée. De quel droit l'État s'immisce dans la vie privée, dans nos vies privées et encore plus dans celle de nos enfants? Je rappelle que c'est du domaine de l'intime. Alors, encore un petit flashback dans l'histoire. Avant l'agenda 2030 avec les 17 objectifs du développement durable, on a son ancêtre qui est cet agenda-là avec 8 objectifs du millénaire. Les 8 objectifs du millénaire ont été émis par l'ONU en 2000 et puis ont laissé place à l'agenda 2030 en 2015, donc c'est 17 buts qu'on va voir juste la page suivante. Et dans ces 8 objectifs prévus, il y avait 3 objectifs qui étaient directement concernés par la santé, par l'éducation sexuelle, donc le 3, le 5 et le 6, pardon. Le 3, c'est sur l'égalité des genres. Donc on voit d'ailleurs que dans ces 8 objectifs qui sont manifestement importants pour l'ONU, on se concentre sur l'égalité des genres comme un besoin primordial, comme un besoin fondamental. Avant beaucoup de choses, avant le travail, avant l'énergie. Tout ça, on va le retrouver dans les 17 buts du développement durable, mais pas ici. Par contre, l'égalité des genres, elle était prioritaire, disons, dans les besoins exprimés par l'ONU. Donc, l'objectif 5, c'est la santé maternelle. Et puis, l'objectif 6, c'est tout ce qui concerne le VIH et le sida. Donc, on voit que 3 sur 8 concernent la santé et l'intimité liée au sexe. L'agenda 2030, donc c'est cette petite roue multicolore qui rappelle un petit peu, je trouve, le drapeau LGBT, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, ça ressemble à des couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans un autre ordre. Et voilà les 17. Et les 2 qui sont spécialement concernés par l'éducation sexuelle, c'est le 3 et le 5, la bonne santé, le bien-être, et puis l'égalité entre les sexes qui est restée. Dans bonne santé et bien-être, on retrouve Gavi qui nous préconise ces vaccinations à tout va pour régler tous nos problèmes. Hein. C'est un objet que j'ai traité il y a quelques années concernant les 17 buts du développement durable. Donc je rappelle les 17 buts. Pas de pauvreté, pas de faim dans le monde, être en bonne santé, avoir une éducation de qualité, avoir une égalité entre les sexes, pas entre les droits, hein, mais bien entre les sexes. On voit bien que l'homme et la femme doivent être égaux. Égaux, c'est-à-dire physiologiquement, biologiquement, émotionnellement, moralement, etc., socialement. Le 6e, c'est de l'eau propre avec un assainissement. On ne sait pas avec quel métaux lourds elle sera propre, cette eau. L'énergie propre avec des Linky, je suppose, un contrôle de l'énergie. Travail décent et croissance. Industrie, innovation et infrastructure, c'est le 9. Inégalité réduite pour le 10. Les smart cities avec les villes et communautés durables pour le 11. Donc des villes toutes connectées, dites intelligentes. Consommation et production responsable. Le 13e, c'est la lutte contre les changements climatiques. Le 14 et le 15, vie aquatique, vie terrestre. On voit qu'il y a des sommets sur l'océan, des sommets sur la Terre, des surveillances de la nature avec comptabilisation de toutes les données de l'environnement qui sont en train de se mettre en place grâce à la 5G et grâce à la 6G. C'est ce que j'ai découvert jeudi dernier. Le 16e, c'est la paix, la justice, les institutions efficaces. Mais les solutions, ce n'est pas mettre de la justice là où il n'y en a pas. C'est de permettre à ce que les révoltes ne puissent pas avoir lieu. Les manifestations soient bâillonnées et les opposants soient censurés et, si possible, mis hors d'état de nuire, hors d'état de parler. Et le 17e, c'est des partenariats pour les objectifs mondiaux, donc une coopération mondiale. J'en dirai pas plus.
Développement psychosexuel. Pourquoi on nous dit qu'il faut le faire aussitôt que possible? Pourquoi il faut anticiper les besoins de l'enfant? Eh bien parce que, afin de le préparer aux changements qui vont se produire, tout simplement. Donc on le prépare avant qu'il ait besoin de savoir ce que c'est que la sexualité, on le prépare à l'avance. On a fait une émission avec Johanna Mikou, qui est psychologue, et même psychiatre, je crois, qui m'a parlé des dissociations. L'enfant fait des dissociations quand il est confronté à des choses qu'il ne sait pas appréhender et qui sont choquantes pour lui, donc il devient malléable après, puisqu'il ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qui est bon pour lui. Donc il est complètement manipulable à loisir après. Donc, pour la tranche des 0 à 1 an, il s'agit de découvrir leur propre corps, ils se touchent, ils touchent parfois leur partie génitale, plutôt par hasard que délibérément. Bon. À partir de 2 ans, ils commencent à se toucher parce que ça leur fait du bien. Ils ont un besoin de contact physique et ils aiment bien s'asseoir sur les genoux de quelqu'un et être cajolés. Tout ça, c'est les standards de l'éducation sexuelle, je rappelle. On ne parle pas d'un livre pour l'affection, c'est pas une BD avant de dormir. Désormais, à 4 ans, l'enfant explore son corps et le corps des autres. Avec des jeux, papa, maman, on joue au docteur, etc. On peut le faire en public, mais bon, ça commence à être gênant. Ils ont appris qu'on ne peut pas se mettre tout nu en public. Toujours dans cette tranche d'âge, c'est la phase des vilains mots. Les enfants découvrent les limites. Ils remarquent que dire certains mots suscite la réaction des gens, comme c'est amusant et excitant. Ils répètent ces mots. Pourquoi on met le mot excitant dans cette brochure? À partir de 7 ans, premiers amours, premiers fantasmes. Beaucoup, ils fantasment sur l'amour et sur le fait d'être amoureux d'un enfant de même sexe. Ouais, c'est à ça que pensent les enfants de 7 ans. Le mot partenaire est présent, est archi-présent, multi-présent et mélange tout le monde. C'est-à-dire que les partenaires, c'est les enfants, c'est les jeunes, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est les travailleurs sociaux, c'est le personnel médical, les conseillers, les décideurs, les concepteurs, les stratèges, les défenseurs, y compris des ONG. Tout ça, c'est des partenaires. Les universités, les institutions juridiques, les scientifiques, les organisations religieuses et culturelles, les organisations pour la jeunesse. Tout le monde est partenaire. Indirect ou direct. Et puis ensuite, on nous dit à la page suivante qu'il faut pouvoir interconnecter, interchanger les rôles. Les élèves doivent être respectés comme partenaires de l'éducation sexuelle, mais que les enseignants et les éducateurs doivent abandonner leur position hiérarchiquement supérieure. Tout le monde est au même niveau. Pour une communication à double sens et favoriser la discussion. On parle maintenant de matrice. La matrice, c'est à partir de la page 38, c'est le détail de chaque âge, quel enseignement au niveau de l'éducation sexuelle. Donc c'est les thèmes que l'éducation sexuelle doit couvrir en fonction des âges. 6 groupes d'âge. 0-4 ans, 4-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, 12-15 ans et 15 ans et plus. Donc soi-disant, elle doit nous aider, elle doit aider les jeunes et les enfants à prendre des décisions autodéterminées et informées. Tout ça, rappelez-vous, on anticipe pour que les enfants sachent de quoi il s'agit et puissent prendre des décisions autodéterminées et informées. Donc il y a 3 colonnes dans cette matrice. Il y a la colonne information, la colonne compétence et la colonne attitude. Alors, on nous rappelle encore que pourquoi on commence l'éducation sexuelle avant 4 ans. Parce que, attention, la démonstration mathématique est implacable, l'enfant est sexué dès sa naissance. Vu que l'éducation commence à la naissance et que de toute façon l'éducation sexuelle fait partie intégrante de l'éducation générale, elle est de toute façon dispensée aux enfants, eh bien il y a éducation, il y a sexué et donc éducation sexuelle. C'est naturel. Puisque de toute façon l'enfant va bien s'y coller un jour ou l'autre, autant commencer maintenant. C'est très scientifique tout ça, nous dit-on. De 0 à 4 ans. Le best-of de ces pages, page 38. Toutes les parties du corps et leurs fonctions et les différents sexes aussi doivent être l'objet d'informations à l'enfant.
Les compétences, permettre à l'enfant d'exprimer ses besoins et ses désirs entre 0 et 4 ans. Toujours entre 0 et 4 ans, rayon sexualité. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps. La masturbation enfantine précoce. On nous dit d'informer l'enfant sur ça. On ne nous dit pas de laisser faire les choses naturelles. On nous dit de l'informer à partir de la naissance. Découverte de son propre corps, des parties génitales, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Je rappelle que c'est au rayon sexualité qu'on nous parle de l'amour et de l'affection. C'est la ligne sexualité. Toujours de 0 à 4 ans, page 39, on nous dit qu'on doit informer l'enfant sur qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, une bonne sensation, d'informer l'enfant sur le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Quid de si l'expérience ou le ressenti est plaisant? Ça veut dire quoi? Qu'il doit accepter? Vu que maintenant il a l'habitude de toucher son corps, vu qu'il est informé sur la masturbation, est-ce que s'il est touché par quelqu'un, est-ce que s'il est OK avec ça, c'est OK pour tout le monde? Toujours de 0 à 4 ans, le droit d'explorer les identités sexuelles, garçon, fille, licorne. La nudité des corps, on passe à 4 ans, 4-6 ans. Il faut permettre à l'enfant de discuter de sujets qui concernent la sexualité, de consolider son identité sexuelle. Consolider son identité sexuelle à 4 ans. À 6 ans, on parle des menstruations, de l'éjaculation. À 6 ans toujours, le sexe dans les médias, y compris sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On permet à l'enfant d'apprendre à composer avec le sexe dans les médias. Pas de s'en l'éloigner, pas de s'en méfier, pas d'éteindre la télévision, non, de composer avec. Ça veut dire quoi, composer avec le sexe dans les médias? Ça veut dire faire « oh yeah » sur YouPorn, comme dans la brochure? À 6 ans toujours, informer l'enfant sur l'influence positive de la sexualité pour la santé et le bien-être. À 6 ans. Discuter de ses propres expériences, besoins et désirs. À 6 ans toujours. Alors, la page suivante, page 44, à 9 ans, on informe l'enfant sur la première expérience sexuelle. À 9 ans. Et on permet à l'enfant de décider consciemment d'avoir ou non des expériences sexuelles, à 9 ans. On fait un petit retour dans l'histoire. Ce monsieur Alfred Kinsey, qui est mort en 1956, avant sa mort, il a commis 2 ouvrages. Le comportement sexuel de l'homme, le comportement sexuel de la femme, en 1948-1953. Eh bien, c'est sur ces rapports que se basent les standards d'éducation sexuelle de l'OMS. Une des pages de ce rapport concerne des expériences, ça c'est le titre, expérience des orgasmes chez les préadolescents. Ce qu'il entend par préadolescents, c'est des enfants à partir de 2 mois. C'est très préadolescent ça. Hein. Donc entre 2 et 12 mois, il a permis ou encouragé l'expérience de viol, du coup, sur des enfants qui a donné lieu à 206 orgasmes chez des enfants jusqu'à 15 ans. Et donc, c'est 65% des enfants qui auraient eu un orgasme. Alors, les orgasmes, ici, ce n'est pas des orgasmes. Hein. C'est des cris, c'est des pleurs, c'est des hurlements, c'est des cris de douleur, c'est des épisodes d'épilepsie, de frénésie, c'est des traumatismes graves. Et là, il y a cette page-là qui nous indique qu'un enfant de 4 ans, en 24 heures, ça veut dire qu'il a été torturé pendant 24 heures, a eu 26 orgasmes. Ce Alfred Kinsey a été dénoncé en son temps par cette dame, Judith Reisman, dont Marion Sigaud parle souvent. Elle l'a rencontrée, elle l'a connue, elle a vraiment collaboré avec Judith, qui avait tous ses travaux en anglais, américaine. Elle a mené un combat depuis 1947 envers cet homme et elle a expliqué à la société, un peu comme nous on le fait aujourd'hui, que ce qu'il faisait était vraiment inqualifiable. Elle a étudié les graphiques, les rapports de ce monsieur de Kinsey, notamment sur cette histoire d'orgasme sur des bébés. Alors il y a eu 3 étapes, thèse, antithèse, synthèse, j'ai envie de dire. Ici, en 1983, cet article, alors on ne voit pas très bien ce qui est écrit,
Mais cet article explique que Judith Reisman a dénoncé Alfred Kinsey en prétendant qu'il faisait des abus sur les enfants. Pour moi, c'est évident, mais bon. La propagande, des fois, parfois est tellement forte, on l'a vu, hein, que même l'impensable devient acceptable si les médias disent que c'est OK, je ne sais pas, ou les grandes universités. L'année suivante, 1984, Judith Reisman est accusée par les médias, vous voyez, ils n'ont pas tellement changé, d'avoir bénéficié d'une bourse liée au porno pour faire son livre. Donc ils essaient de la discréditer. Et puis, bien plus tard, en 1998, il est établi que, en tout cas, certains articles disent que les rapports Kinsey sont en fait un agenda pédophile. Et quand ils disent pédophile, c'est un euphémisme, parce qu'on peut parler plutôt de pédocriminalité. Donc là, on nous dit que la doctrine de Kinsey, c'est que les enfants sont sexués depuis la naissance. Et on retrouve les mêmes termes dans les standards de l'OMS. Hein. Alors, bien qu'il est finalement conclu à de la pédocriminalité ou pédophilie, il continue d'appliquer les standards. Et on nous parle du fait qu'il y a eu des centaines d'enfants qui ont été abusés à cause de ces expériences de Kinsey. Par qui était-il financé, ce monsieur Kinsey? Par la Fondation Rockefeller. Ça, c'est un article de Libération qui nous le dit, confirmé par France Inter en 2020. C'était à la base un zoologue qui s'occupait des guêpes, des guêpes qu'il épinglait et qu'il étudiait. Il a été financé pour ses travaux par Rockefeller. Petit rappel également de l'ensemble de l'œuvre, pas de l'ensemble, une partie des travaux de Rockefeller, qui ont fondé la Standard Oil en 1870 avec toutes les marques d'essence que vous connaissez, Esso, Chevron, BP, ExxonMobil. Il avait le monopole. Rockefeller, c'était donc le grand-père. John Davison était le premier milliardaire qui a existé sur Terre. Et il a fondé l'université médicale de Rockefeller en 1901. Il a financé avec la Fondation Carnegie le rapport Flexner en 1910 qui a permis ensuite d'éliminer toutes les facultés qui enseignaient la médecine naturelle, qui n'ont financé que les universités de médecine chimique liées aux labos pharmaceutiques. C'est depuis cette année, depuis en fait 1920 que ça s'est développé, puisque les autres médecines n'étaient plus financées. Fondation Rockefeller, les Rockefeller sont fait saisir, sont fait attraper par les tribunaux pour violation de la loi anti-monopole en 1910, et ils ont rebondi en créant la Fondation Rockefeller 1913. Ils sont à la source de Codex Alimentarius, qui est une sorte de norme internationale pour les aliments, qui permettent les irradiations des fruits et qui permet le calibrage, qui oblige le calibrage de certains fruits et la sélection de certains fruits et légumes, de ce qu'on peut manger et de ce qu'on ne peut pas manger, ce qui est bon pour nous, encore une fois. Il était à la source des programmes eugénistes, notamment sous l'Allemagne nazie, ça c'est sur Wikipédia. Institut Kinsey, on l'a vu. Il est à la source de la création de l'OMS, de l'OMC, du WWF, du Fonds pour la protection de l'environnement, de l'ONU. La famille a donné son terrain à l'ONU à New York. Des tours, c'est eux qui ont construit les tours du World Trade Center à New York. Ils sont à la source des 3 groupes mondialistes CFR, le groupe Bilderberg et la commission trilatérale avec Henry Kissinger, qui était de la partie également. Il est à la source de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, qui est dans les mains de plusieurs banques privées. Aussi de la Société américaine contre le cancer, qui travaille avec Pfizer. De l'Université de Chicago, qui a transmis la pensée de Milton Friedman, qui est vraiment le précurseur du néolibéralisme. Et puis, ID 2020, qui s'associe à Gavi, c'est le consortium pour mettre des identités digitales à tout le monde, qui est donc un partenaire de l'Alliance vaccinale Gavi. Maintenant qu'on a dit ça, on peut aussi se rappeler des honneurs qui ont été faits à Alfred Kinsey en 2019, qui a été mis sur le mur d'honneur national LGBT du premier monument national américain dédié aux droits et à l'histoire LGBT.
Donc il fait partie des 50 premières personnalités qui est inscrite au mur d'honneur LGBT de New York. Donc ce groupe de travail, le National LGBT Task Force, œuvre pour une société qui valorise et respecte la diversité de l'expression et de l'identité humaine. Vous voyez, c'est toujours pour le bien de l'humanité. L'Institut Kinsey, on peut le trouver sur LinkedIn, 4000 abonnés, explorer la sexualité, les relations, le bien-être. Il ne cache pas sa vocation. On voit aussi que l'Institut Kinsey a été reconnu par l'ONU, qu'il a un statut consultatif spécial de l'ONU au Conseil économique et social ECOSOC, qui est l'un des 6 organes principaux de l'ONU, avec le Conseil de sécurité, vous savez, à l'ONU, et que donc depuis 2014, l'Institut Kinsey est consultatif spécial ECOSOC à l'ONU. Je rappelle que le Forum économique mondial a obtenu ce statut en 1995. Également, donc, statut ECOSOC. Il est aussi une organisation internationale. Donc, ça veut dire intouchable, pas d'impôts et aucune possibilité ni de pénétrer les locaux, ni de condamner, ni de juger les personnes qui y travaillent. Tout le monde est intouchable dans ces organisations. Alors, il y a eu quand même quelques réactions du public, des parents et d'une association qui s'appelle Initiative de protection en Suisse, qui a porté plainte contre Santé sexuelle suisse et l'OFSP, l'Office fédéral de santé publique, auquel appartient Santé sexuelle suisse, pour actes d'ordre sexuel avec la brochure Hey You. Donc ça, c'était il y a un an, il y a même plus d'un an, en invoquant l'article 187, qui est ici du Code pénal suisse, qui dit que toutes les personnes qui auraient commis un acte d'ordre sexuel ou qui auraient entraîné un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou de peine pécuniaire. Donc c'est ça l'article qui a été invoqué par l'association Initiative de protection. Et il y a un autre article également, l'article 197, qui dit que quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques ou les diffuse à la radio ou à la télé est puni de 3 ans au plus de privation de liberté ou d'une peine pécuniaire. Est-ce que là, on n'est pas dans le cadre précis de ces brochures qui circulent? Ça a donné quel résultat? Alors, résultat, plainte rejetée, sans beaucoup de surprise. Ça, c'est la mise à jour de ce mois-ci. J'ai eu les réponses il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. Alors, la plainte pénale contre Santé sexuelle suisse a été rejetée, mais l'association Initiative de protection nous a répondu qu'elle s'engageait à vouloir engager une 2e procédure et qu'elle invite tous les parents à manifester justement les témoignages de leurs enfants, les expériences qu'elles ont vécues de cet ordre, incitation à actes sexuels, pornographie et tout ça, et que tout est expliqué dans le bulletin qu'elle a publié du 21 mars, donc c'est sur son site, je vais montrer les sites après, qu'ils ont besoin de témoignages, qu'ils ont besoin de parents qui portent plainte avec eux. L'autre procédure, c'était contre Office fédéral de la santé, l'OFSP. Le tribunal n'a pas encore rendu le jugement, elle va le rendre, et quand elle le rendra, je le mettrai évidemment sur mes réseaux. Donc les gens de l'initiative de protection a dit « Nous attendons cette décision, nous sommes en contact permanent avec l'avocat ». Alors je sais qu'avec le système judiciaire suisse, il y a 2 tactiques, et je pense que c'est pareil partout. C'est soit ils classent sans suite, soit ils font attendre jusqu'à prescription. Dans mon cas, j'ai dû déposer une 20aine de plaintes pénales pour diffamation, calomnie et injure. Eh bien, j'ai eu droit à chaque fois aux 2, c'est-à-dire 2 ans d'attente minimum avant d'avoir une réponse. Et quand on insiste avec mon avocat, eh bien, c'est classé sans suite. Systématiquement. Le truc, c'est que si on ne le fait pas, les médias nous disent « Ah, mais vous avez vu, vous avez accepté, vous n'avez pas porté plainte, donc c'est que vous êtes d'accord. » Pour vous aider, alors ça c'est en Suisse, il y a beaucoup plus de collectifs que ça, mais disons, ce collectif Parents est très efficace
Je vais vous présenter sa présidente dans la slide suivante, collectifparents.ch. Il n'arrête pas d'interpeller nos élus, nos institutions, les députés, l'école. Il y a eu beaucoup de rendez-vous avec la conseillère d'État à Genève qui s'occupe de l'école. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits, vous allez le voir. On a donc l'initiative de protection, initiative-2-protection.ch. Et là, j'ai mis aussi mon site pour les informations. Il y a les conférences, il y a surtout toutes les sources. Et les présentations PowerPoint que vous pouvez télécharger, tout est libre de droit. Donc, c'est chloéframery.ch sans accent, tout en minuscule. Et alors, Vanessa, c'est la présidente du collectif Parents en Suisse, a lancé une pétition le 13 février de cette année. Vous pouvez la trouver donc sur le site du collectif Parents, donc collectifparents.ch/signature. On peut encore signer. Je rappelle qu'une pétition, tout le monde peut la signer, y compris les enfants, y compris les gens qui n'habitent pas en Suisse, qui ne sont pas concernés. Ce n'est pas comme une initiative, c'est vraiment une pétition, tout le monde peut signer. Aux dernières nouvelles, elle avait plus de 25 000 signatures, ce qui est vraiment encourageant. À Genève, le canton de Genève, c'est 500 000 personnes. Alors la suite à cette pétition et à l'appel de Vanessa, que j'ai évidemment diffusé sur tous mes réseaux, mes 11 réseaux. Santé sexuelle suisse s'est annoncée dans une prise de position le 11 mars. Il faut savoir juste que j'ai présenté cette conférence, ce n'était pas tout à fait la même version, mais à peu près, le 9 mars. Je l'ai publiée et le 11 mars, Santé sexuelle suisse s'exprime en disant de ne pas signer, de retirer la pétition. Elle demande au collectif Parents de retirer la pétition parce que les informations qu'elle donne dans la pétition sont erronées. Alors voilà, tu vois. Et que elles entravent, la pétition peut entraver le droit à l'éducation sexuelle des élèves. Mais oui, ça prive les élèves de cette éducation sexuelle tant nécessaire et si indispensable pour leur épanouissement et leur santé. Alors, cette pétition, je l'ai faite circuler, et la vidéo de Vanessa, je l'ai faite circuler, y compris sur LinkedIn. Eh bien, regardez ce qu'ils m'ont écrit. Vous seul, au bout de 42 publications et 164 likes, il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes qui avaient vu la vidéo. Vous seul pouvez voir ce post. Ce contenu a été supprimé parce qu'il va à l'encontre de notre politique relative à la communauté professionnelle. Ça va à l'encontre de la politique relative à la communauté professionnelle. Alors, je ne vois pas en quoi. Ils ne nous ont pas expliqué plus, hein, on n'a pas de détails. Donc, pas de pétition cachée. Et puis, ça c'était quoi, le 12 mars, 3 jours plus tard, je vais sur LinkedIn et voilà le message que je reçois. Nous avons temporairement restreint l'accès à votre compte. Nous prenons des mesures proactives pour vous protéger. Mais oui, pour me protéger. Contre mon gré. Lorsque nous détectons des accès non autorisés potentiels ou d'autres activités qui ne respectent pas nos politiques. C'est pour me protéger qu'ils ont fermé mon compte et qu'ils me demandent de leur envoyer mon identité via un papier officiel et qu'à partir du moment où je leur aurai envoyé ce papier, ils verront, donc c'est marqué une fois votre compte examiné, un représentant du service client vous contactera pour vous donner plus de détails sur l'activité et vous informer si la restriction d'accès a été levée. On verra. C'est s'ils veulent. Si nous sommes adultes ou pas? Ouais, non, c'est eux qui décident. Pour l'instant, je n'ai pas envoyé mes papiers. Et je ne pense pas que je le ferai. Autre nouvelle intéressante. Si on donne notre identité chacun les uns après les autres. Ah, bah, faudrait voir, on va demander à LinkedIn. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si c'est un petit pas, mais les grandes victoires sont faites de petites victoires, je dirais. Genève fait marche arrière sur l'éducation sexuelle, article du 28 mars, donc vous voyez, très récent. On nous dit que les leçons qui étaient un projet pilote pour mettre de l'éducation sexuelle un petit peu nouvelle sauce à partir de la 3e primaire. Donc 3e primaire, on a quel âge? On a 6 ans, parce que première c'est 4, deuxième c'est 5 maintenant, et 6 ans, eh bien, a été retirée. Nous avons décidé de ne pas pérenniser ce projet. Dans l'article, il est demandé si l'action du collectif Parents, si des sources externes sont à la source de ce recul, et ils ont dit non, pas du tout. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi.
Alors évidemment, les têtes de gondole de santé sexuelle suisse, épicène, sont foudrage, hein, ils le disent, ils fulminent. Mais on ne comprend pas pourquoi, chez nous, à Lausanne, c'est à partir de la première primaire, et vous permettez à Genève de retirer à partir de la troisième. Moi, je trouve que c'est très positif. Alors attends, ça veut dire que la première primaire, la deuxième et la troisième, on va faire ça. Non. À Genève, hein. Là on est à Genève. Mais la Suisse, c'est 26 cantons. Hein. Oui, mais dans ce canton-là, Oui. ils vont le faire à la première primaire, deuxième primaire et à la troisième. Non, ils ne vont pas le faire à la première et à la deuxième. C'était pour l'instant, enfin, depuis je crois 2017, ils avaient mis ça à l'école primaire. Moi j'avais d'ailleurs été à une réunion de parents et j'avais expliqué, standard de l'OMS, attention danger, on m'avait ri au nez ou même j'ai eu beaucoup d'insultes. Mais tu vois, ça avait commencé en quatrième primaire avec des contenus plutôt biologiques. C'était pas des trucs pervers et du style des images. Voilà. Et ils ont changé le contenu petit à petit. Et là, ils avaient avancé le contenu à la troisième primaire comme projet pilote depuis cette rentrée-là. Et c'est là que beaucoup de parents sont montés au créneau, ont réalisé que leurs enfants revenaient en pleurs, complètement choqués, en parlant de mots, en ayant des mots qu'ils ne connaissaient pas à la bouche, des trucs assez inquiétants et scandaleux et pervers. Et voilà. Si ça ne t'embête pas, oui. Les sociaux en France utilisent la sexualité des gamins qui est de plus en plus effective, parce que les gamins, peut-être déjà à la base borderline, se sont bien sûr. Complètement. Oui. Et ils agressent les petites filles. Ou les oui, je sais. Mais chez nous, c'est pareil. Et ils accusent les parents de ça. Oui, bien sûr. Et ils placent les enfants. Chez nous, dans les foyers, j'ai déjà au moins 2 cas qui me viennent, dont j'ai connaissance de jeunes qui ont agressé sexuellement des plus jeunes, des plus petits. Ouais. Mais à part ça, c'est pour nous protéger des violences et des abus. Hein. Bien sûr, pour les protéger des violences et des abus. Donc, ma petite conclusion en deux panneaux. L'OMS, l'ONU, l'OFSP, Santé sexuelle suisse doivent cesser toute perversion envers nos enfants. Le monde doit savoir, donc les projecteurs sont allumés. Et stop, stop et stop. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous. Et donc, vous n'hésitez pas à télécharger ce document sur mon site. Il est à l'onglet présentation. Et vous utilisez les sources. Stop, stop, stop. Le slide d'avant, oui, pour effectivement. Voilà. Vous continuez? Bravo. Ben, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. On va les faire reculer jusqu'au bout. Ils se sentent déjà en perte de vitesse. Hein. Ça, on le sent cette année par rapport à l'année dernière. Je le sens déjà au sein du collectif parents, au sein des articles que je suis en train de lire. On peut peut-être rallumer si vous voulez. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Non, juste une constatation. Donc, j'imagine que pour arriver Tu peux rallumer, s'il te plaît? à tous ces tests, Oui. c'est qu'ils se sont exercés sur les enfants. Alors oui, il y a eu des orphelins qui ont été utilisés, il y a eu des parents incestueux qui ont été utilisés, il y a eu... Marion Sigaud a plus de détails sur comment ça a été fait. Mais enlèvement aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a personne qui va dire non, pas sur mon enfant. Et les professionnels sont initiés par ça. Exactement. Donc la boucle est bouclée. Attends, je crois qu'il y a... Vas-y, dis-moi. C'est la même chose en France et dans d'autres pays. Ça, c'est pour toute l'Europe, et puis c'est pas que l'Europe. Hein. Là, c'est la partie européenne, mais ça s'applique aussi en Amérique, etc. En France, le gouvernement a créé le site qui s'appelle Sexprime. Ah, je le connaissais pas, celui-là. Ah oui, mais si, on s'exprime. On s'exprime, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait, j'ai vu. Oui, tout est mélangé, tous les âges et tout ça. Tu avais une question? Faire un test. Vas-y. Je peux mettre mon téléphone sur ton... Attends, mais c'est pour ça que moi je... Ah oui, c'est dégueu. Oui, on coupe. Moi, ça me choque déjà, j'imagine les enfants, quoi. Ça dégoûte du sexe pour toute la vie, moi, je dirais, en plus.